Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Dombrian. Salut Raphaël. Bonjour Fabien. Alors, tu es explorateur, tu es navigateur, tu es entrepreneur, tu es pilote, tu es conférencier, tu es multicasquette. On va parler de tout ton parcours en détail pendant cet épisode. Juste avant, comment tu expliquerais ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans? Comment tu t'y prendrais? Ah ben, je dirais que je fais de l'écologie expérimentale. J'expérimente des nouvelles solutions pour essayer de continuer à vivre dans le monde d'aujourd'hui, mais sans brûler des énergies fossiles et en protégeant le climat. Et on va y revenir sur tout ça parce que tu as été assez précurseur sur pas mal de choses. Parce que pour ceux qui ne nous voient pas en vidéo, tu as un peu plus de 30 ans. Donc, tu as été avant-gardiste sur pas mal de sujets, notamment sur l'écologie et sur la partie solaire. Juste avant ça, au niveau de ton enfance, dès le début, tu te décris comme un enfant avec cette envie de t'évader dès le plus jeune âge. Ouais, c'est vrai que alors c'est aussi mes parents qui m'ont relaté un peu mon caractère, hein. Dès que j'avais 2 ans et demi, je suis par exemple parti aller voir mon grand-papa tout seul. J'ai pris un funiculaire, j'ai marché tout seul pour aller jusqu'au château de mes grands-parents. Donc j'ai toujours eu cette envie, je pense, de voyager. J'ai vraiment un souvenir, voilà, quand dans les premières fois où j'ai pu quitter mes parents, le grand ciel bleu, marcher tout seul, on est complètement libre et autonome. Et puis c'est toujours ça que j'ai essayé de rechercher dans mes différentes aventures. Le gros bleu dont tu es d'origine hongroise, hein, on a bien compris que tu n'étais pas dans le nord de Paris. Dès que tu décris cette météo-là. Alors, je suis d'origine hongroise, mais j'ai jamais été en Hongrie malheureusement. Je suis né en Suisse, j'ai grandi, en Suisse, à Neuchâtel, une région magnifique, mais il y a aussi du mauvais temps chez nous malheureusement. Comment s'est passée ton enfance et est-ce que cette volonté d'explorer, de t'évader est arrivée dès le début et t'a gardé pendant toute ton adolescence? Alors moi, je venais adolescent, j'étais pas très studieux à l'école, j'aimais bien être au bord de la fenêtre, regarder dehors, regarder le lac. J'avais la chance d'être dans une école où on avait un panorama incroyable de l'Aiguère, jusqu'au Mont Blanc. Voilà, moi j'étais un grand rêveur, pas très studieux. Et puis j'ai aussi eu la chance, le dimanche après-midi de suivre des expéditions de l'équipe Cousteau. Et puis c'est vrai que c'était un peu mon rêve d'être un plongeur sur la Calypso. Et puis, mais très vite je me suis dit que voilà l'aventure, tout aurait été réalisé quand je serais grand et puis que, bah, ma foi, ce serait pas un métier d'avenir. Et en fait, non, les choses ont changé et aujourd'hui ce qu'on doit faire, l'aventure, c'est plus pour aller plus loin, plus vite ou plus haut, mais c'est pour, tenter de voir ce qu'on peut réaliser grâce aux énergies renouvelables, grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'électrification. Ouais, cette volonté de comprendre et d'appliquer, d'explorer, comme tu le dis. Comment tu définirais le commandant Cousteau pour la plus jeune génération qui nous écoute peut-être? Ah bah, le commandant Cousteau, c'est une personnalité incroyable, c'est un explorateur, extraordinaire qui a quasiment inventé la plongée sous-marine et puis qui a parcouru toutes les mers du globe avec une équipe, un bateau qui n'était pas très grand, qui s'appelle la Calypso, qui faisait à peu près 30 mètres, la taille de Planète Solar d'ailleurs, qui naviguait à peu près aux mêmes vitesses et puis qui a fait rêver des millions de personnes à travers le monde, et puis qui était un pionnier de la protection des océans. Et cette envie était vraiment sur la nature, sur la partie mer, on va dire, ou rapidement tu as voulu explorer d'autres sphères? Alors non, d'abord j'ai commencé à titre, privé, on va dire, à partir de l'âge de 15 ans à faire de la montagne et de la spéléologie. C'était vraiment, ce qui m'a passionné pendant de longues années. J'ai eu la chance de rencontrer des aventuriers, des alpinistes qui m'ont emmené avec eux. Mais ça, c'était plutôt des aventures personnelles. J'ai été en Islande, j'ai été en Amérique du Sud, grimpé en Patagonie. Et puis à un moment donné, bah, je suis tombé amoureux d'énergie solaire, hein. Et puis c'est là que j'ai eu, cette idée de tenter de faire un tour du monde au bateau solaire. Oui, parce que cette envie d'exploration et aussi de t'évader quelque part, comme tu le disais tout à l'heure, déjà à l'école, est arrivé assez jeune. Il y a eu un déclic particulier au-delà du commandant Cousteau? Non, là, il y a pas vraiment eu de déclic. Moi, ce qui m'a passionné, c'est vraiment la montagne, la spéléologie, d'être avec des scientifiques, de faire des aventures avec eux. Il y avait pas vraiment un sens important à ce moment-là. C'était quelque chose, voilà, les vents de la vie me poussaient. J'avais la chance de faire des aventures, de faire de la montagne, de faire du ski, de la grimpe, de la cascade de glace. D'après de pouvoir en faire mon métier, hein. J'ai été ambulancier, j'ai fait du sauvetage.
Donc j'ai pu faire du sauvetage en montagne, donc c'est devenu un peu mon métier, ma passion, de pouvoir aider les gens en faisant aussi un peu, ma passion finalement de la montagne et de la spéléologie. C'est la chance que j'ai eue de pouvoir faire ça, mais il n'y avait pas une vraie réflexion derrière, c'était quelque chose d'assez, naturel et pas forcément avec une Instinctif. bonne réflexion, c'était instinctif. Au-delà de ce souhait d'aventure, pourquoi te diriger vers le solaire, justement, et quel a été le déclic? Alors, en ce qui concerne l'énergie solaire, il y a eu 2 déclics. Le premier, c'est en 2001, avec mon frère, un ami d'enfance, on a vu une entreprise d'hébergement internet et on décide de la transformer et de devenir le premier hébergeur solaire au monde. Donc on pose des panneaux solaires sur, le toit de la maison de nos parents et puis on devient, voilà, le premier hébergeur qui héberge des sites internet et des emails uniquement grâce à l'énergie solaire. Ça, c'est en 2003 que tout fonctionne. Et puis en 2002, une autre aventure, une autre expérience. Je vais avoir la chance de naviguer sur un bateau solaire qui est là pour une exposition nationale qui permet d'atteindre un monolithe de Jean Nouvel posé au milieu d'un lac. Et le bateau qui permet d'y aller, c'est un bateau électrique et solaire. Et ça va être une découverte que de naviguer à l'énergie solaire, c'est vraiment hyper confortable. Il n'y a pas de bruit, pas d'odeur, pas de vibration. C'est vraiment une sensation, c'est magique. Et puis, c'est ces deux événements-là qui vont amener à cette idée en 2004, en Islande, lorsque je constate la disparition d'un glacier. Et c'est là que je vais prendre conscience des changements climatiques, que c'est une réalité. Et puis, j'ai eu ces deux expériences avec l'énergie solaire et je me dis, mais il faut partir autour du monde avec un bateau solaire. Ce serait une première incroyable. Et justement, le chemin se faisant, en 2007, tu as créé la fondation Planète Solar. Euh, Qu'est-ce que c'est et comment tu peux nous expliquer son but et sa mission? On l'a un petit peu compris, mais dans les détails, qu'est-ce que Planète Solar? Alors, Planète Solar, c'est vraiment le nom de l'aventure qu'on a initiée donc en 2004 d'aller autour du monde avec un bateau solaire. Mais d'abord, on a créé une association, on n'avait pas d'argent, hein. On a commencé avec 5 000 euros. Enfin, à l'époque, c'était même moins, c'était 3 000 euros. Donc, c'est avec ça qu'on a commencé cette aventure. On a d'abord créé une association qui avait pour but d'organiser le tour du monde en bateau solaire. Puis, en 2007, ça devient et une fondation et une société anonyme. Et puis, l'objectif aujourd'hui de Planète Solar, c'est de protéger l'atmosphère, de protéger la biosphère, hein, donc qui est le contenant de tout ce qui vit sur Terre. Ça, c'est notre combat, parce qu'on pense que si on n'est pas capable de protéger le contenant de tout ce qui vit sur Terre, ça veut dire que tous les autres combats seront inutiles. Celui de la biodiversité, la protection des océans, des abeilles, des droits de l'homme, tous ces combats-là seront inutiles. Donc, mon combat et le combat de mon équipe, c'est vraiment de lutter contre les gaz à effet de serre, de protéger notre biosphère, de protéger notre atmosphère, pour maintenir la vie sur cette planète dans les meilleures conditions possibles. Et justement, tu es donc pour la promotion de l'énergie solaire et tu as vraiment pris ce credo-là parmi les différentes énergies renouvelables, on va dire. Euh, Tu as démarré donc cette expédition de tour du monde. J'imagine que ça a dû être quelque chose d'incroyable à vivre et à parcourir. Mais juste avant, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les coulisses, comment ça se prépare en amont, que ce soit toi, ton équipe, parce que tu es un peu enfin tu es pas un peu, tu es complètement pionnier sur ce sujet de faire le tour du monde. J'imagine qu'il faut cocher pas mal de cases sur sa checklist avant de vraiment y aller. Oui, bah alors quand on a une idée, hein, de quelque chose que personne n'a jamais réalisé auparavant, la première chose qu'on a fait, c'est une étude de faisabilité avec une école d'ingénieurs ici à Yverdon, en Suisse. Ça a été de voir est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'on peut construire un bateau solaire et aller autour du monde, traverser tous les océans, passer le canal de Panama, le canal de Suez, traverser l'océan Indien? Il y a des zones qui sont dangereuses, hein, avec des pirates. Et il fallait voir si c'était réalisable, et si ça n'allait pas à l'encontre des lois de la physique. Donc ça, c'était la première chose. Une fois qu'on a su que c'était possible, on a imaginé un bateau solaire, mais c'était plutôt un dessin d'artiste parce qu'il fallait pouvoir communiquer. Donc on a fait une conférence de presse, on a fait des images de synthèse, on a fait une petite maquette. Et c'est comme ça que tout a démarré. Et puis après, bah, il faut quand même trouver, en l'occurrence, il nous fallait à peu près 20 millions pour construire et le bateau et monter l'expédition. Donc il a fallu se lancer dans la recherche de sponsors, hein. Et c'est là où on a eu une chance extraordinaire. On a rencontré un Allemand, un industriel allemand, Imo Streuer, qui a cru dans cette aventure et qui s'est engagé à nous financer la construction du navire, du bateau, et de nous mettre à disposition ce navire pour faire le tour du monde. Et ça, c'est en 2008 vraiment que tout bascule. Et puis après, ben voilà, on prépare l'expédition, il faut trouver une équipe, il faut trouver des météorologues, voilà, il y a pas mal de travail avant de pouvoir se mettre sur le bateau
et partir de Monaco pour aller autour du monde. Et alors justement, préparer cette expédition, entre les personnes ressources et les moyens dont tu as besoin, comment ça se constitue une équipe pour un tour du monde? Alors en fait, pour le tour du monde, je voulais avoir une équipe extrêmement efficace. Je voulais montrer qu'on pouvait faire un tour du monde sur un bateau solaire sans avoir besoin de 50 ingénieurs à bord, parce que ça n'était pas pas le même effet en termes de démonstration. Et c'est pour ça que j'ai choisi des personnes vraiment hyper qualifiées. Donc le capitaine, c'était le commandant Patrick Marchesso, qui travaillait toujours aujourd'hui pour la compagnie du Ponant, qui avait été pris en otage sur le Ponant par des pirates somaliens, donc avait une expérience des navires hybrides et qui avait une connaissance de la sécurité pour passer le golfe d'Aden. Un ingénieur électricien, Christian Sundman, qui avait participé au design du bateau pour s'occuper de tout ce qui était électrique. Et puis on avait pris un des constructeurs du bateau, Jens Songwasser, qui était un Allemand, qui était vraiment le chef de projet de la construction du bateau, qui connaissait le bateau comme sa poche, et moi-même, qui était le chef d'expédition. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté l'équipe. Donc, c'était vraiment une équipe, entre guillemets, opportuniste, mais c'était génial parce que voilà, on a vécu des aventures extraordinaires et à la fin, on était comme des frères. J'imagine, ça doit souder. Comment s'est passé ce tour du monde? Parce que j'imagine qu'entre le papier, le projet et la réalité, vous avez dû avoir quelques écueils à franchir. Bon, globalement, c'était une aventure juste improbable, incroyable. Donc, dire qu'on est parti, c'était juste avant l'hiver de Monaco en septembre 2010. Il a d'abord fallu traverser la Méditerranée, après l'océan Atlantique. On avait rendez-vous à la conférence sur les changements climatiques des Nations Unies à Cancun. Alors là, c'était aussi une aventure. On a dû longer, par exemple, les côtes de Cuba où on a été arrêté par les Cubains. Ils nous ont arrêtés pendant quelques heures. Ensuite, il a fallu passer le canal, on a appelé en Colombie, passer le canal de Panama. C'était la première navigation transcontinentale solaire. Depuis là, on a été jusqu'au Galapagos. Là, on a eu une première panne au Galapagos. Il a fallu réparer. On est resté bloqué 3 semaines là-bas. Puis on s'est lancé dans la traversée du Pacifique. Un mois sans voir le moindre signe de vie. Entre les Galapagos et les Marquises, c'est 6 000 kilomètres. On n'a vu personne. Pas un avion, pas un bateau, on était seul au monde. Le monde aurait pu s'arrêter de tourner que nous, on l'aurait pas su. Donc voilà, ensuite les Marquises, sous la Polynésie française. Et ça, c'est aussi assez marquant, c'est quand on a traversé l'océan Atlantique, on est arrivé à Saint-Martin, c'est une île française. Et lorsqu'on a quitté l'Amérique du Sud, des Galapagos, pour aller en Polynésie, on s'est retrouvé aux Marquises et c'était aussi des îles françaises. Donc quand même, vous avez la France, un territoire assez incroyable. Et puis après, ben, la Polynésie, on a eu une panne là aussi, hein, assez importante d'ailleurs. On était à la dérive pendant 24 heures au large de Bora Bora. Ensuite, on a fait les Tonga. Ensuite, on est arrivé en Australie. On est remonté l'Australie pour aller jusqu'en mer de Chine, jusqu'à Hong Kong. Ensuite, on a engolfé la mer de Chine, Singapour. Puis là, on s'est lancé sur la traversée de l'océan Indien. On était probablement le premier bateau solaire à naviguer sur l'océan Indien, le premier bateau solaire à traverser l'océan Indien. Là, après, depuis Abu Dhabi, on a dû passer une zone un peu délicate, où il y avait des pirates, le golfe d'Aden, entre le Yémen et puis la Somalie. Puis on est remonté la mer Rouge pour revenir en Méditerranée. Et une année et demie plus tard, donc le 4 mai 2012, on arrive à nouveau à Monaco. On est le premier véhicule, tout moyen de locomotion confondu, à avoir fait un tour du monde uniquement propulsé grâce à l'énergie solaire. C'est encore le cas aujourd'hui. Il y a eu Solar Impulse qui a fait le tour du monde en avion solaire. Et on est encore le véhicule solaire à avoir parcouru la plus grande distance uniquement grâce à la force du soleil, plus de 60 000 kilomètres. Ben, c'est énorme le parcours, hein. Quand on y réfléchit, 1 an et demi pour faire 60 000 kilomètres. Quelle est la vitesse de ce bateau? Quelles sont un peu les spécificités et les différences avec un bateau tel qu'on l'imagine? Alors, c'est un bateau qui peut faire ce qu'on appelle la navigation perpétuelle. Un bateau solaire, il pourrait ne jamais s'arrêter parce qu'on a de l'énergie qui vient du soleil. On peut faire notre propre eau, on a un dessinateur, donc on pourrait ne jamais s'arrêter. Et c'est ça qui est assez incroyable quand vous traversez le Pacifique, c'est que ben, voilà, tous les jours, vous rechargez vos batteries. Et puis tous les soirs, on a les batteries pleines et on navigue comme ça de manière quasiment perpétuelle. Par contre, bien sûr, il faut aller chercher cette énergie, hein, elle n'est pas dans nos réservoirs. Il faut aller la puiser. Il faut trouver le soleil pour pouvoir naviguer. Il a une vitesse maximum de 10 nœuds, ça fait à peu près 18 km/h, et une vitesse moyenne perpétuelle, entre guillemets, entre 5 et 6 nœuds. D'accord. Oui, donc tu as le temps de t'approprier, de voir le paysage défiler.
Oui, alors on avait un slogan à bord de Planète Solar qui était le même. L'autre expédition de Norvégiens qui avait traversé le Pacifique sur un radeau de balsa, chez nous, c'est Slow is beautiful. C'est vrai. Et donc justement, qu'est-ce que tu as retenu et quels sont les enseignements que vous avez tirés, tant personnels qu'humains ou alors scientifiques de cette expédition? J'imagine que ça a dû être riche en enseignements. Alors, ce qui était surtout riche, c'était en rencontres. Parce que partout où on était avec ce bateau, on était à la rencontre des gens qui étaient tous sensibles au changement climatique, hein. C'est vrai que dans ces îles, les gens qui vivent proches de la nature, même si malheureusement il y a toujours des climato-sceptiques, mais c'est plutôt des gens qui sont dans les villes, protégés dans les villes du climat, mais tous les gens qui sont vraiment en contact avec la nature, les pêcheurs, voilà, les gens qui vivent sur ces îles ou dans des zones qui ne sont pas vraiment des villes, donc qui vivent avec le climat, eh ben, ils vous disent tous que le climat change. Et ils étaient tous voilà, ils se réjouissaient de voir un bateau solaire. Et quand vous êtes au bout du monde et puis que vous dites que vous êtes venu depuis l'Europe uniquement grâce à la force du soleil, c'est vraiment fort, hein. C'est un message qui est fort, hein. Et vous avez des pêcheurs là qui ont la peau brûlée par le soleil qui vous disent ouais, mais génial, peut-être que moi un jour je pourrais aller pêcher avec l'énergie solaire. Dans des régions en plus où l'énergie fossile en général est très très chère, hein. Sur ces îles, le prix du carburant est très très cher. Ouais, avec les Donc taxes, eux, hein. vraiment avec les taxes et puis surtout le transport, hein. Quand vous êtes au Tonga ou en Polynésie, voilà, c'est extrêmement onéreux et ils se rendent bien compte, il y a tellement de soleil là-bas que c'est vraiment le futur, hein, et que c'est pas seulement un futur pour protéger le climat, mais c'est aussi un futur qui peut amener vraiment un avantage économique. Et sur la partie technique, qu'est-ce que vous en avez appris ou retenu? Parce que comme tu l'as dit, c'est un formidable aussi terreau, un formidable laboratoire d'essai que d'avoir pu faire cette expédition. Alors, du point de vue technique, on a appris une chose surprenante, c'est qu'à bord de ce navire, on avait deux technologies. Une technologie qu'on va dire grand-papa, c'est qu'on trouve dans tous les navires depuis un siècle, des pompes à eau, des systèmes mécaniques et tout ce qui était high-tech, des batteries, des panneaux solaires, des ordinateurs, hein. Et puis, la grande surprise, c'est que tout ce qui était high-tech a fonctionné sans problème. On n'a eu aucun problème. On n'a jamais manqué d'énergie dans nos batteries, ce qu'on nous avait prédit, hein, qu'on allait couler à la première tempête. Alors que tout ce qui était low-tech, c'est ça qui est tombé en panne. Les toilettes se sont bouchées, les douches ont arrêté de fonctionner, le système de pas variable s'est bloqué. Et ça, c'est la grande surprise. Ça veut dire qu'on peut en tout cas considérer que les nouvelles technologies solaires, ces systèmes de production d'énergie photovoltaïque, des moteurs électriques, c'est à minima autant fiable que ces technologies de moteurs thermiques, de moteurs à combustion qu'on utilise depuis un siècle. Et en plus, tu parles de ça, c'était il y a 13 ans déjà, donc l'évolution n'a fait que grandir. C'est juste, ouais. Je te remercie de me rappeler, ça fait 13 ans déjà qu'on a fait cette aventure. Ah, moi, c'est pour aussi détailler tout ton parcours, hein, parce qu'en 13 ans, tu t'es pas reposé sur tes lauriers, tu as fait plein d'autres expéditions. Et justement, en quoi cette expédition t'a servi pour réitérer cela dans d'autres sphères? Puisque après, tu es parti en navigation polaire hein, cette fois. Oui, alors ça, c'était aussi une expérience qui vient en fin de compte de l'expérience du tour du monde. On avait quelque chose d'assez surprenant, c'est que sur le tour du monde, l'endroit où on a le produit de plus d'énergie, c'était pas sur l'équateur. Parce j'avais toujours pensé que c'est sur l'équateur, Oui, là, on va produire le forcément. maximum d'énergie. Si ce n'est que la journée où on a le produit le plus d'énergie, Fabien, c'était sur notre dernier jour de navigation entre Calvi et Monaco, où on a produit 10% de plus que la meilleure des productions qu'on avait eues sur l'équateur. Pourquoi? Parce que dans l'hémisphère nord, en été, bah, les journées sont plus longues que 12 heures, hein. Lorsqu'on est sur l'équateur, bah, c'est 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Dans l'hémisphère nord, en été, on a jusqu'à 15-16 heures de lumière. Donc, on produit plus d'énergie. Il fait plus froid aussi. Et donc, on produit plus d'énergie. Et là, je me suis dit, oui, mais alors, si on allait voir dans l'été austral, ou septentrional, en l'occurrence, dans le Grand Nord, hein, est-ce qu'il n'y a pas finalement plus de potentiel? Alors, bien sûr, pas en hiver parce qu'il fait nuit en permanence, mais d'aller voir comment en été, dans les régions polaires, on peut produire de l'énergie solaire. Et c'était un peu l'intérêt, après ma rencontre avec Anne Kemmerer, qui partait là-bas en kayak pour faire le passage du nord-ouest, hein, entre le détroit de Bering et puis le Groenland, qui était toute seule et qui cherchait un compagnon d'aventure. Donc moi, j'ai dit, d'accord, je viens avec toi, mais je vais pas pagayer, je suis pas aussi doué que toi. Elle avait traversé quand même 2 fois l'Atlantique à la rame, hein, donc elle a plus d'expérience que moi.
Et donc, j'ai dit, mais moi, je viendrai avec un kayak solaire pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'énergie solaire dans les régions polaires. Et ça a été cette expédition qu'on a réalisée il y a 10 ans maintenant déjà, en 2015. Et effectivement, hein, on a produit avec la même quantité de panneaux solaires 3 fois plus d'énergie que ce qu'on peut produire sur l'équateur. Alors ça, c'est en été. En hiver, bien sûr, on n'a aucune production, hein, mais en été, ça peut être un super moyen pour se déplacer, pour produire de l'énergie dans les régions polaires. L'énergie solaire est extrêmement abondante parce qu'il fait jour 24 heures sur 24. Et donc, on allait se coucher, et moi, je revenais le lendemain matin et les batteries étaient de nouveau complètement rechargées. C'était incroyable. Et alors, pour qu'on puisse s'imaginer les choses, parce qu'on ne montre pas les images, mais un kayak solaire, hein, comment tu fais pour avoir assez de panneaux solaires sur un simple kayak, où là, justement, ça reste une dimension très réduite? Ou alors tu as agrandi le kayak? Non, non, alors on a pris un kayak Noutiren, un kayak français d'ailleurs, hein, qui a fait des aventures incroyables, qui est vraiment un kayak complètement démontable. Il fallait pouvoir le démonter pour le transporter en avion. Donc c'est un kayak qui est assez grand, qui fait à peu près 5 mètres de long, qui est un kayak biplace, tandem. Et là, on a transformé pour ensuite pouvoir mettre des panneaux solaires super légers, qu'en plus je pouvais orienter, hein, directement à poste, hein. Je pouvais orienter le panneau pour suivre le soleil. Et puis donc, on a réussi à mettre voilà, à peu près 2 mètres carrés de panneaux solaires et ça suffisait pour naviguer presque 10 heures par jour. Donc c'était et en plus souvent j'avais Anne à la remorque. On a vécu des moments où il y avait quand même beaucoup de vent avec de la vague et voilà et je la prenais à la remorque et puis mettais les Tu gueules, l'as tracté. heu, je la tractais voilà, et puis d'ailleurs quand elle pagayait ça nous ralentissait donc je lui dis: «Écoute c'est mieux de pas pagayer Anne, on va moins vite». Et donc, grâce à Repose-toi. ça, on a pu passer des moments, vraiment des petits passages assez délicats. Et c'était vraiment assez incroyable de voir le potentiel d'énergie solaire. Vous avez fait plus de 300 kilomètres comme ça, avec Anna. Oui, alors bon, par contre, il faut être clair on n'a pas réussi nos objectifs. Au départ, on voulait aller de Tuktoyaktuk jusqu'à Pont-Inlet, ça fait 2500 kilomètres. On en a fait que 300, hein, donc c'est à peu près 10 de ce qu'on avait prévu de faire. Donc ça a été, du point de vue sportif, je dirais un échec, mais on a appris plein de choses, on a vu le potentiel. Et bon, là, globalement, le problème, c'était la météo, hein. On a eu 3 semaines de mauvais temps. On s'est retrouvé bloqué à Tilson Point, qui est, voilà, à peu près, un endroit perdu entre 2 villages. Entre chaque village, à peu près 500 kilomètres. Voilà, donc après 3 semaines à manger, notre nourriture, on n'avait de toute façon plus assez de nourriture, on n'avait plus le temps d'aller plus loin, il a fallu revenir et on voulait vraiment être capable de revenir par nos propres moyens pour pas devoir appeler les secours. Après 2015, après cette expédition, tu as refait des expéditions en mer ou tu es parti sur d'autres sphères? Alors après vraiment 2015, c'est Solar Stratos. On a développé un avion solaire biplace, le premier avion solaire biplace de l'histoire, pour tenter de rejoindre la stratosphère en avion solaire, en tout cas pour faire de la haute altitude et pouvoir emmener des gens avec nous en avion solaire. Comment t'es venue cette idée un peu folle, hein? Alors cette idée, c'était pendant le tour du monde de Planète Solar, hein. Moi, j'avais toujours le quart de nuit de 21 h à minuit. Donc j'étais tout le temps en train de... Voilà, tout le monde dormait. J'étais seul au milieu du Pacifique avec la Voie lactée qui était extrêmement lumineuse au-dessus de ma tête, des étoiles filantes qui me passaient sur la tête quasiment toutes les minutes. Et c'était vraiment un moment assez magique. J'écrivais le blog, j'étais seul. Et puis je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus ambitieux que le premier tour du monde à l'énergie solaire pour continuer à promouvoir l'énergie solaire et à protéger notre climat? Et c'est là que j'ai eu ce rêve, ce fantasme, c'est dire, mais pourquoi pas tenter d'utiliser l'énergie solaire pour aller voir la courbure de la Terre, réaliser le rêve d'Icare 4000 ans plus tard, uniquement grâce à l'énergie solaire. Donc c'est là qu'est né ce fantasme, ce rêve un peu fou. Et comment tu as concrétisé ce rêve un peu fou, justement, d'aller en stratosphère? Alors, il n'est pas encore concrétisé, on n'a pas encore réussi. Donc aujourd'hui, on travaille sur ce projet-là maintenant depuis bientôt 10 ans. Donc l'aviation solaire, c'est encore plus compliqué que la navigation solaire. C'est très compliqué parce qu'il faut des autorisations. Un bateau, on le prend, on le met à l'eau, puis on peut tout de suite naviguer. Dès le moment où vous voulez voler un aéronef avec quelqu'un dedans, il faut des autorisations. Donc c'est plus complexe et c'est normal. C'est plus complexe. Et puis tout est beaucoup plus, voilà, tout est beaucoup plus compliqué. Le poids vraiment est une contrainte importante. C'est pas parce qu'on manque d'énergie, on peut pas dire, bah, je rajoute un peu des panneaux solaires par-ci par-là.
ce qu'on peut faire avec un bateau. Donc, on y travaille encore. On a fait d'autres premières, hein. Je suis le premier homme à avoir sauté depuis un avion électrique et d'avoir fait la première chute libre solaire, hein. Aujourd'hui, on est monté à 6000 mètres. Donc, on est quand même dans les avions solaires habités, électriques habités les plus hauts. Mais voilà, il faut qu'on aille plus haut. Il faut voilà, on a encore du travail pour tenter de rejoindre la stratosphère. Cette année, ce sera déjà le record absolu d'altitude en avion électrique et solaire. On espère atteindre 10 000 mètres. À 10 000 mètres, pour donner une idée aux gens, c'est l'altitude des avions commerciaux moyen courrier, donc moyen et même long courrier, donc c'est énorme. Et long courrier, hein. J'ai un peu anticipé tout à l'heure comment tu as réalisé comment tu as réalisé ce rêve, puisque c'est en cours. Mais tu vois, c'est tellement précurseur qu'on a envie d'y croire et de penser que c'est déjà atteint. Euh, Tu as aussi été le premier, alors on va beaucoup en parler, d'être le premier, tu es vraiment un pionnier. Tu as été le premier, pour l'anecdote, vol d'un chef d'État en avion électrique. Oui, ça c'était pas moi le premier, vu que c'était le souverain, le prince Alvaro de Monaco. Mais c'est clair que j'ai eu la chance de pouvoir l'emmener en vol et de réaliser une première mondiale assez incroyable, d'emmener le premier chef d'État à voler un avion électrique au départ de Nice. Et on était aussi c'était la première fois qu'un avion électrique volait dans l'espace aérien de Monaco. Et c'était vraiment assez incroyable d'avoir la chance de faire ça avec lui. Quelle est la taille de l'espace aérien de Monaco pour ma culture? Alors, j'imagine que c'est la même surface que Monaco, donc c'est assez limité. Mais ils ont un espace aérien, ils ont un contrôle, ils ont une autorité. Et puis c'était assez sympa de voler là-bas. Ils ont fermé l'aéroport de Nice quand même. C'était le premier décollage d'un avion électrique depuis l'aéroport de Nice. Ils avaient fermé l'espace aérien pour nous. Et le souverain n'a pas souhaité avoir des hélicoptères ou des avions qui nous suivaient pour la sécurité. On était vraiment seuls. Et c'était assez génial et courageux de sa part, je trouve aussi. Oui, complètement. Et tu as aussi été le premier pilote d'avion qui a permis le premier saut en wingsuit avec Géraldine, c'est ça? Avec Jarline Fasnacht, oui, voilà, je ne sais pas si tu connais, d'ailleurs, je devrais l'inviter. C'est une fille assez incroyable et qui est voilà, une championne de freeride et qui fait du base jump et de la wingsuit. Et puis, l'idée, c'était de pouvoir l'emmener, de faire le premier saut en wingsuit depuis un avion électrique et solaire, le premier vol au wingsuit solaire, hein. Et en plus, c'était une première et le premier homme qui a fait ça, c'était une femme. Je trouve ça encore plus génial. Ah, génial, génial. Justement, toutes ces explorations, toutes ces aventures, comment ça te sert dans tes projets et d'un point de vue, on va dire, un peu plus concret sur Planète En Solar? fait, vraiment, mon combat, si tu veux, Fabien, je pense qu'aujourd'hui, il faut se mettre à la place des jeunes. Et face à ces difficultés climatiques, géopolitiques, malheureusement bientôt économiques, si on n'est pas capable de ramener des perspectives, hein, aujourd'hui, on a soit des gens qui pensent que tout va bien et puis qu'on peut continuer comme maintenant, soit on a des climato-sceptiques, soit on a des idéologistes qui nous disent qu'il faut tout arrêter, on ne peut plus voler, on ne pourra plus prendre l'avion, on ne pourra plus avoir de voiture. Mais tout ça, en fin de compte, ça n'amène aucune perspective. Parce que tout arrêter, ça, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Continuer comme maintenant, on sait très bien que ça ne va pas fonctionner. Donc nous, on essaie d'amener des perspectives, de montrer qu'il y a un autre chemin. Et puis voler, c'est le rêve de voler, c'est probablement le plus vieux rêve de l'humanité. C'est Saint-Exupéry, c'est le Petit Prince. Et dire à un jeune qui pourra plus voler, alors que c'est ceux qui volent le plus aujourd'hui, eh ben, ça n'a tout simplement aucun sens. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est amener des perspectives pour amener de l'espoir. S'il n'y a pas de perspective, c'est le désespoir. Et ce qu'il faut, c'est amener de l'émerveillement, amener le rêve, amener de l'esprit d'aventure, de l'esprit de pionnier. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on a les meilleures chances de réussir à nous décarboner et à protéger l'environnement et de protéger finalement la vie sur Terre. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. C'est pour ça qu'on essaie de faire des projets qui font rêver les jeunes. Donc, c'est vrai que sauter depuis un avion solaire, c'est complètement inutile au sens de nos besoins primaires. Et d'ailleurs, je me bats un peu pour l'inutile parce que je pense que l'inutile, c'est ce qui nous différencie des autres espèces vivantes. Comme le cinéma, la culture, la littérature, c'est inutile au sens de nos besoins primaires. Mais c'est ça qui rend la vie intéressante. Hein, si on n'imagine plus qu'un monde utile, je pense que ce sera un monde qui sera Un peu fada. un peu fade. Et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va réussir à emmener les jeunes à changer et à imaginer un monde meilleur.
Tu fais beaucoup de conférences, tu en as fait plus d'un millier, je crois. Justement, quels sont les messages que tu fais passer aux générations et aux plus jeunes générations pour garder cet émerveillement et cette étincelle? Pardon. Ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est déjà de croire en le rêve, de garder leur âme d'enfant. Ça, c'est important. De savoir que souvent, ben, on n'ose pas parce qu'on a peur de l'échec. Et j'essaie de leur expliquer que ben, l'échec, il faut l'accepter, que des moments où on accepte l'échec, ça nous libère, ça nous autorise à imaginer des aventures audacieuses, que sinon, on se limite à faire ce qu'on est sûr de réussir. Et ça, c'est pas vraiment ambitieux. Donc, il faut oser l'échec en fait. C'est ça qui est important. Et puis je leur explique aussi quelques techniques de comment je suis parti de zéro, hein. Avec Panel Solar, on est parti, voilà, on avait 3 000 euros. C'est avec ça qu'on a commencé et on a trouvé un projet, on a trouvé 30 millions pour réaliser un projet unique et une première juste incroyable. Donc il faut, voilà, c'est quels outils pour réussir et surtout là, j'essaie de passer un message qui est d'oser prendre le risque d'échouer. C'est ça qui est important. Et quelles sont tes clés pour toi d'oser l'échec et oser cette vulnérabilité, cette insouciance que l'on a justement quand on est jeune? Mais moi, je pense que ça vient. J'ai eu la chance incroyable de ne pas avoir des parents qui étaient riches, du point de vue économique, mais des parents qui m'ont aimé de manière inconditionnelle. Et je pense que ça, c'est le point de départ de tout. C'est-à-dire que si les gens qui sont autour de nous, nos parents, notre famille, nous aiment de manière inconditionnelle, ben, ça nous autorise à essayer de faire des choses où peut-être on va échouer, parce qu'on sait qu'on va continuer, ça ne va pas changer finalement le regard des gens qu'on aime sur nous. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est ça que peut-être que j'aimerais passer comme message, c'est si on a des enfants dans une famille, ben, il faut avoir cet amour inconditionnel pour vraiment laisser l'autre libre. Un enfant, il faut qu'il soit libre. Et puis, il faut qu'il sache que quoi qu'il fasse, ben, ses parents l'aimeront toujours. Et c'est ça qui lui donnera cette force d'oser et d'oser l'échec, en fait. C'est ça, hein. Faire une aventure, c'est oser l'échec. Et justement, toi qui es adulte, qui a cette part d'insouciance et que tu cultives justement volontairement pour continuer à être pionnier, à créer et à aller dans l'aventure, est-ce que tu penses que l'humain a perdu cette insouciance-là avec le monde adulte, avec toutes les règles, tous les protocoles, la vie quotidienne aussi également? C'est un risque. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont perdu leur âme d'enfant. Et c'est ça qui est important, c'est d'essayer de garder son âme d'enfant, de s'émerveiller devant des choses simples. Ça devrait être le but de chaque être humain, d'essayer de conserver son âme d'enfant. Celui qui s'émerveille devant des choses toutes simples. L'émerveillement, c'est important, c'est ce qui nous permet de changer, c'est ce qui nous permet d'avoir finalement d'être heureux. Pour moi, c'est ça, hein. C'est quoi le bonheur? Ben, c'est l'émerveillement et c'est garder son âme d'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être non plus dans le concret, il ne faut pas être dans le déni. Le monde est dur, hein. On est dans un monde particulièrement brutal aujourd'hui, mais il faut avoir cette âme d'enfant. Je pense que c'est important. On vit beaucoup mieux avec ça, on est plus créatif et la vie est meilleure, hein, et plus humaniste. Plus humaniste, c'est surtout être insouciant sans être naïf. Tout à fait. Insouciant sans être naïf, mais garder cette âme d'enfant et puis oser réaliser ses rêves, en tout cas tenter de les réaliser, même si peut-être qu'on n'y arrivera pas. Et qu'est-ce qui t'émerveille aujourd'hui encore, Raphaël? Qu'est-ce qui est ton moteur au-delà du tableau que tu nous as peint tout à l'heure, avec ces étoiles filantes qui passent au-dessus de toi et qui devait être un moment suspendu, un peu hors du temps? Qu'est-ce qui t'émerveille aujourd'hui? Alors moi, ce qui m'émerveille aujourd'hui, c'est justement c'est l'énergie solaire, c'est pour moi une énergie particulièrement humaniste. Je suis convaincu que grâce à cette énergie, on est vraiment en train de vivre une révolution solaire qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a 10 ans. Et je suis convaincu que cette énergie, elle va amener plus de paix dans le monde, elle va amener plus à l'homme à être plus humaniste, elle va protéger la vie sur Terre. Et puis mon rêve, c'est ça, c'est d'avoir un monde solaire et puis un monde basé sur le charbon et le pétrole. Et puis que, voilà, que finalement, la plupart des Homo sapiens sur cette planète utiliseront l'énergie solaire tous les jours et puis qu'il n'y ait plus juste quelques pionniers qui l'utilisent, mais que, voilà, que tout le monde l'utilise dans leur vie de tous les jours. Et puis que finalement, ce soit une évidence que le solaire, la puissance du soleil, la force du soleil, c'est notre meilleur allié et c'est notre meilleur atout. Alors justement, on a la chance de t'avoir, Raphaël. Pour les non-initiés, et pour avoir une vue un peu à 360 de ce qui se passe entre
déjà, comment tu as vu l'évolution en 20 ans de toute cette partie solaire qui fait de plus en plus figure aujourd'hui en 2025. Et surtout, j'aimerais d'abord cette première partie, toi, ta vision sur tout ce qui a été accompli en 20 ans dans ce milieu-là, et aussi faire un peu de prospective. Où est-ce que tu te vois dans 20 ans au niveau du monde? Comment on va adopter cela? Comment on va généraliser? Comment on va utiliser l'énergie solaire, par exemple? Alors, si on regarde entre 2005 et aujourd'hui, c'est 20 ans qui ont été juste incroyables. En 2004, c'est vraiment mon année de référence. Dans le monde, on a installé à peu près 650 mégawatts de nouvelles installations solaires. C'était à peu près ça. Et puis, l'année passée, en 2024, 20 ans plus tard, on en a installé plutôt dans les 650 gigawatts, donc 1000 fois plus. Ça veut juste dire, Fabien, que au rythme d'aujourd'hui, on installe en une année ce qui nous aurait pris 1000 ans à installer en 2004. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, même les scientifiques avec qui je travaille, des gens qui sont vraiment très engagés dans l'énergie solaire, on a retrouvé certaines interviews. Enfin, finalement, leur perspective, leur projection était pessimiste, alors qu'on les prenait pour des fous, des doux rêveurs. Et c'est vrai qu'en 2004, lorsque j'allais chercher des sponsors, surtout dans le domaine de l'électricité, on me disait, mais Raphaël, mais t'es gentil, mais l'énergie solaire, c'est 0,1% de l'électricité. Ça coûte quasiment 1 euro le kilowattheure. Aucune chance, ça ne fonctionnera jamais. Et aujourd'hui, c'est devenu l'énergie la plus utilisée sur Terre. Bientôt, hein, si ça continue comme ça, d'ici de 2030, on sera à 25% de l'électricité sur Terre qui sera d'origine solaire. C'est celle qui progresse le plus vite, c'est celle qui coûte le moins C'est cher énorme. dans l'histoire de l'humanité. Et on est vraiment sur une révolution poussée par d'ailleurs deux pays qui sont la Chine et les États-Unis. Ce qui est assez surprenant qu'on voit aujourd'hui leur politique de leur président. Mais c'est vraiment dans une révolution solaire où si tout continue comme ça, et tu me demandais comment je vois les choses dans 20 ans, ben, j'espère que dans 20 ans, je serai au chômage. Parce que si on a réussi à avoir un monde qui a 60 à 80% d'énergie solaire, ou le 80% d'énergie consommée est d'origine solaire, et ben à ce moment-là, on aura réussi cette transition. Et les chiffres nous montrent que c'est pas impossible, que dans 20 ans, un peu plus, dans 25 ans, on soit aux alentours de 60%, entre 60 et 80% de l'énergie qu'on consommera sur Terre qui sera d'origine solaire. Et au-delà de l'énergie solaire, quelle part tu fais aux autres types d'énergie renouvelables? Que ce soit l'hydro, que ce soit l'éolien, enfin, toutes les énergies que l'on connaît et dont certaines sont peut-être pas encore assez démocratisées. Alors, moi, je suis convaincu que l'ensemble des énergies renouvelables, c'est extrêmement important si on va avoir vraiment une vraie transition énergétique. Que par exemple, du solaire dans les régions polaires, ce sera difficile. En hiver, on a besoin de beaucoup d'énergie et puis c'est la nuit totale, donc ça va bien sûr pas fonctionner. Que l'éolien, c'est un très bon complément sous nos latitudes à l'énergie solaire. L'hydraulique, c'est une super énergie. La géothermie, la biomasse, qu'il faut tout utiliser. Mais l'énergie solaire, quand on regarde le potentiel, elle dépasse toutes les autres, et de loin. Et là, la plupart de ces autres énergies, que ce soit l'hydraulique, que ce soit l'éolien, c'est un dérivé d'énergie solaire. Donc, l'énergie solaire, c'est vraiment la source d'approvisionnement en énergie majeure. Juste quelques chiffres, Fabien. L'humanité consomme à peu près 140 trillions de kilowattheures par année. Le soleil, c'est 1000 trillions de kilowattheures par jour. Il y a C'est la un marge. repas fumé. 1000 par jour, ça dépend bien sûr de la couverture nuageuse. On voit qu'il y a de la marge, on voit que le potentiel est important et qu'on n'a pas besoin de capter 20 ou 30% de ce qu'on reçoit, hein. C'est 1 pour 10 000 à peu près et on arrive à alimenter de l'humanité en énergie. C'est incroyable quand tu prends ces chiffres-là et que tu mets ça en parallèle des discours aussi que tu entends ou de ce que l'on sait aujourd'hui, tant qu'on ne s'intéresse pas vraiment dans le sujet comme tu l'as fait. Alors, c'est un problème aujourd'hui, c'est que tout le monde se prend malheureusement, pour des experts, annonce des mauvais chiffres, et même certains experts se trompent. Un en l'occurrence, que tu connais peut-être, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui est quelqu'un, bien sûr, convaincu du changement climatique, hein, qui est quelqu'un de, je pense, qui se veut extrêmement honnête et sincère, mais qui est sur des chiffres d'il y a 10 ou 20 ans en arrière. Et c'est vrai que si on était extrêmement pragmatique, il y a 20 ans en arrière, 1 franc le kilowattheure, 0,1% de l'énergie,
on fait un calcul très rapide. Avec 1 giga d'installation par année, ça nous aurait pris 50 000 ans pour installer les panneaux solaires qui étaient nécessaires. Mais vu qu'aujourd'hui, on en fait 1000 fois plus, et que probablement d'ici 5 ans, on en fera encore 1000 fois plus, et donc là, on arrive sur des chiffres qui deviennent réalisables. Et c'est dommage d'avoir des fois des experts qui ne comprennent pas la révolution qui est en train de se passer grâce à l'énergie solaire. En t'écoutant, c'est un vent d'optimisme qui me vient à l'esprit, où justement, des fois, tu as ce discours idéologiste, comme tu le disais tout à l'heure, ou peut-être très pessimiste ou moralisateur, quelquefois. Euh, j'ai l'impression que en t'écoutant, du moins, je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est dans ta nature d'être résolument optimiste, mais qu'on touche du doigt quelque chose qui est possible. Alors, je pense qu'on touche du doigt quelque chose qui est tout à fait possible. Et maintenant, effectivement, cette transition énergétique, on doit voir, il y a un phénomène important qu'on doit voir arriver, c'est la descente de la production de gaz à effet de serre, hein, du fait qu'on a une progression très forte de l'énergie solaire. Et maintenant, on est au moment de vérité. Ça veut dire que soit les pessimistes, Djokovic et autres, ont raison, et puis c'est une énergie qu'on rajoute aux autres et ils ne se fasse rien. Et dans ce cadre-là, dans ce cas-là, alors je deviendrai extrêmement pessimiste moi également. Ou alors, et c'est plutôt ma vision, et je suis convaincu que ça va se réaliser, dans les 5 prochaines années, on va voir à un moment donné une baisse significative de la production et l'émission de gaz à effet de serre, hein. Et puis on va voir vraiment l'énergie solaire devenir la première source d'énergie sur la planète, avec à peu près 25% de l'énergie sur toute la planète qui sera d'origine solaire. Et ça, maintenant, ça va être un moment assez incroyable, c'est dans les 5 prochaines années. D'ici 2030, on sera fixé si l'énergie solaire va pouvoir être la révolution énergétique qu'on attend. C'est incroyable ce que l'on va vivre alors que l'on n'a pas conscience forcément de ce changement de paradigme. Ah, c'est juste, et c'est vrai malheureusement, les médias n'en parlent pas assez, mais on va le vivre, et voilà, on va bientôt être fixé. Si l'énergie solaire va pouvoir décarboner notre planète et nous continuer de vivre comme on le fait maintenant, nous déplacer, nous chauffer, prendre l'avion pour aller se faire des vacances à l'autre bout du monde. Voilà, on va le savoir dans les 5 prochaines années. Je dirais on aura déjà un premier signal assez fort. Puis après, il faudra continuer l'effort pour réussir à nous décarboner complètement en 2050. Alors, il y a encore des défis, bien sûr, techniques. L'aviation, par exemple, ce sera le plus gros défi. Décarboner l'aviation, c'est ce qui sera de plus complexe. Mais on va déjà pouvoir commencer avec les bâtiments, les isolés, les pompes à chaleur, l'industrie, l'agriculture. Et on voit que l'énergie solaire, elle s'implante partout dans l'agrivoltaïsme, par exemple. On est capable de faire des bâtiments qui sont complètement solaires, avec des façades solaires. Non, c'est vraiment une époque assez incroyable et assez optimiste, malgré peut-être certains signaux hein, qui le sont un peu moins. Et pardon, je fais une pause parce qu'en fait, c'est hyper intéressant et hyper prenant ce que tu dis et ça fait plaisir d'entendre ce genre de discours qui ne sont pas alarmistes et de se dire qu'une suite est possible et que justement, sans repenser à complètement toute notre façon de vivre, parce que comme tu l'as dit, on ne peut pas aller à contre-courant. Euh, la technologie est là, l'énergie est là, le savoir est là. Et les habitudes de consommation aussi sont là. Alors tu peux pas aller du tout, je pense, et je te rejoins là-dessus. Mais c'est incroyable de pouvoir se dire que au final, on va vivre une révolution, j'ai l'impression, que l'on n'attend pas forcément d'un point de vue commun des mortels, qui n'est pas forcément expert sur ce type de sujet, et que on y est peut-être même pas prêt à savoir que l'on va vivre ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, moi, je comprends très bien. Donc, effectivement, moi, il y a beaucoup de gens qui me critiquent, Fabien, qui me disent que je suis un technico-solutionniste. Hein, c'est surtout voilà, certains écologistes qui mettent ça en avant, voilà, que la technique, elle va pas nous aider à résoudre des choses. Mais moi, je m'estime pas comme un technico-solutionniste. Je m'estime être un technico-humaniste. Parce que pour moi, la technique, c'est une chose, mais après, la technologie, c'est comment est-ce qu'on utilise ces techniques. Et soit on peut utiliser, par exemple, si on prend l'hélicoptère, c'est un bon exemple, soit on peut utiliser un hélicoptère pour en faire un outil pour aller sauver des gens, pour aller aider des gens, des animaux, soit on peut l'utiliser pour aller tuer, piller. Donc, mais c'est la même technique.
C'est Mmh. comment C'est qu'est-ce que tu fais de cet outil? c'est qu'est-ce qu'on utilise de cet outil? Et je pense que l'énergie solaire, on pourra aussi utiliser pour faire des armements, pour faire des missiles. On pourra aussi mal l'utiliser, malheureusement. Mais ça peut être aussi un moyen de l'utiliser avec plus d'humanisme. Mais voilà, moi, je suis vraiment un technico-humaniste et j'espère que développer des bonnes techniques et ensuite qu'on les utilise d'une telle manière qu'elles soient meilleures pour notre espèce, Homo sapiens, mais aussi pour l'ensemble des espèces vivantes sur Terre. Et alors justement, tu es pionnier sur beaucoup de choses. Comment tu gères cette vision et peut-être aussi cette peur quelquefois de faire des choses pour la première fois? Parce que j'imagine que ça doit être quand même particulièrement challengeant dans tous les sens du terme, que ce soit physique, mental, physiologique, de se dire ben, ce que je vais faire, ce que l'on va faire ensemble en équipe, n'a jamais été réalisé et pourtant on va le faire. Et on va ouvrir cette voie. Alors, c'est pas si difficile parce que j'ai une espèce de transparence avec tous les gens qui me soutiennent, avec mon équipe, avec mes partenaires. Je suis toujours assez transparent. Quand je rencontre un futur sponsor et qui me dit: «Mais Raphaël, tu peux me garantir que tu vas réussir?» Je dis jamais oui, je lui dis: «Non». Ce que je peux vous garantir, c'est qu'on va tout faire pour réussir, mais ce qu'on fait là, c'est une aventure. Elle est vraiment ambitieuse et peut-être qu'on va échouer et peut-être que l'aventure va mal se terminer. Voilà, si on se dit aventurier et puis qu'on veut faire une aventure qui ne comporte pas de risque, c'est plus de l'aventure. Donc oui, ce qu'on fait, c'est dangereux, on n'est pas sûr de réussir et en plus, je peux me blesser mortellement. Mais si vous êtes toujours transparent et avec votre équipe et avec les gens qui vous soutiennent, en fait, c'est assez facile. Une fois qu'ils sont là, ben, vous êtes une équipe et puis vous êtes voilà, dans une aventure, humaine et technique et c'est passionnant et après, ben, bien sûr, il faut surmonter les difficultés et puis des fois, c'est difficile, des fois où c'est plus facile, mais il faut garder le rêve initial. Moi, ma méthode, c'est de toujours garder le rêve initial. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie de démarrer cette aventure? Et je trouve, Fabien, on devrait toujours faire ça dans notre vie, que ce soit avec notre famille, avec la femme qu'on aime, avec notre compagnon, notre compagne, avec nos amis ou avec notre sport, notre travail. On devrait toujours garder le rêve initial. Tous les matins, on va se dire, c'est quoi le rêve initial? Pourquoi je suis là? Et je pense que c'est ça qui est important. En tout cas, pour moi, c'est Avoir un, vraiment un moyen de garder l'énergie positive, garder l'optimisme, d'avoir toujours voilà, ce moteur qui nous permet d'avancer. avoir un pourquoi assez fort pour transformer sa motivation en discipline. Tout à fait. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir. C'est l'énergie la plus importante pour un être humain, c'est de toujours garder ce rêve initial, ne pas de perdre de vue l'objectif, et puis d'être capable de communiquer ça à ses équipes et à ses partenaires pour continuer l'aventure. Et alors justement, tu me fais une transition parfaite parce que tu es multi-entrepreneur, tu as plein de projets en même temps. J'imagine que tu es bien entouré aussi, que tu as une super équipe. D'ailleurs, on salue Giovanni au passage. Comment se compose justement cette équipe et comment tu arrives à gérer aussi bien ton temps et ton énergie par rapport à l'ensemble de ces projets et de tes casquettes? Alors déjà, ce qu'il faut, c'est s'entourer de personnes qui sont super motivées. On est une petite équipe, on reste une petite équipe, ça a toujours été mon objectif. Sur le bateau, par exemple, on était 4. Pour un navire de cette taille, c'est très peu. Donc il fallait tout faire. On travaillait 20 heures par jour en gros. Mais voilà, mais la taille de l'équipe, elle est importante. Puis de trouver des gens qui partagent. C'est pas forcément une question de compétence. Je pense que c'est plus une question d'état d'esprit. Donc d'avoir des gens qui partagent cet état d'esprit, qui sont motivés. Donc on a une super équipe, on a des stagiaires. On vient de prendre un nouveau stagiaire pour cet été, un Français, là, un jeune qui est passionné. Voilà, et puis pour lui, bah, c'est un rêve de venir avec nous. Et donc, il va pas calculer ses heures, il va pas me dire, Raphaël, écoute, là, maintenant, hein, c'est 17 heures, là, moi, j'ai fini de travailler, je rentre à la maison. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit qui est important. Et puis, c'est ça qu'il faut essayer d'avoir, c'est une équipe qui partage cet état d'esprit. Et puis, les compétences, c'est quasiment, en tout cas pour moi, ça passe au second plan. Ouais, l'état d'esprit et le savoir-être sont primordiaux aujourd'hui. C'est primordial et puis je pense que c'est peut-être des fois quelque chose qui se perd, hein. Aujourd'hui, il y a c'est vrai qu'il y a une certaine dynamique pour que le travail soit plus vraiment quelque chose de très important. C'est plutôt on privilégie la vie privée, alors que pour moi, si on fait un travail qui est une passion, ben, en fait, les choses, il n'y a pas la vie professionnelle puis la vie privée, les choses sont mélangées. Moi, ma passion, mon travail, et ma vie privée, il y a pas de frontières et c'est ça que je trouve aussi assez incroyable, c'est que quand on est dans cet état d'esprit, finalement, on travaille jamais.
Oui, tu as fait de ton travail, de ta passion ton travail, si je puis dire, donc forcément. Et même étant C'est bien aussi, et là, tu es en train de travailler avec moi. absolument pas. Voilà. Je, Et moi, me- je passe un super moment et c'est ça qui est chouette dans nos activités également et de pouvoir le faire partager. Et justement, quel conseil tu donnerais à une personne qui a cette flamme d'aventurier qui s'éveille en lui en t'écoutant? bon, tout d'abord, la première chose, c'est de la garder, de la garder intacte et de ne jamais perdre cette flamme en lui. Puis ensuite, bah, s'il a une bonne idée, c'est tout simplement d'être capable de la communiquer à d'autres pour pouvoir être une équipe et pour pouvoir tenter de la réaliser. C'est ça qui me paraît important, hein. Pour trouver des partenaires, il ne faut pas essayer, c'est une question d'homme. Et puis ce qu'il faut avant tout, c'est donner envie à l'autre de rentrer dans l'aventure. C'est ça qui est important. On n'aurait aucun partenaire parce que si nos partenaires ils faisaient un calcul purement financier, hein, brut, voilà, alors ça, on va investir tant, ça va nous rapporter tant, avec le risque d'échec, on n'aurait aucun partenaire. Les gens qui nous soutiennent, les entreprises qui nous soutiennent, c'est avant tout des femmes et des hommes qui ont envie de partager cet esprit d'aventure et d'exploration. Oui, puis la vie est faite de rencontres, comme tu l'as dit. C'est l'humain avant tout. J'aime bien cette citation qui est inconnue, on ne connaît pas l'auteur, je ne suis pas l'auteur, qui dit la vie n'est pas faite de hasard mais de rencontres. C'est vrai. Je la partage complètement. Euh, comment tu, euh, tu envisages tes prochaines étapes? Et alors, on va parler justement de ton projet que j'ai un peu spoilé juste avant, sur le projet Solar Stratos. Comment tu envisages ces prochaines étapes et quelles sont pour toi tes prochaines échéances pour toi et ton équipe? Alors, cette année, on est sur 2 projets, enfin, on va dire même 3 projets quand même. Il y a Solar Stratos, 10 000 mètres cet été. Donc là, on est en train de préparer l'avion pour voler le plus rapidement possible, pour être prêt au mois de juillet à ce qu'on puisse tenter ce record d'altitude au départ de Sion, au-dessus des montagnes suisses, au-dessus du Cervin et de la Dent Blanche. Donc ça, c'est vraiment important parce que cette année, il faut qu'on réussisse. On a presque réussi l'année passée, mais cette année, on doit réussir. Là, on doit en tout cas tout faire pour réussir. Donc, à préparer l'avion, préparer l'équipe pour être prêt à tenter ce record au mois de juillet. À côté de ça, on emmène un bateau solaire sur le lac Titicaca, qui sera le bateau le plus haut de l'histoire, hein, à 4000 mètres d'altitude. Un bateau qui va être mis à disposition des scientifiques du lac Titicaca et des archéologues pour y protéger le lac aider les scientifiques à comprendre comment fonctionne le lac Titicaca, mais aussi pour aider un archéologue et ses équipes qui s'appelle Christophe Delair, qui est un Belge, qui est un spécialiste du lac Titicaca. Donc ça, c'est aussi un projet important pour nous. Donc là, au mois d'avril, l'objectif, c'est de pouvoir mettre à l'eau ce bateau au lac Titicaca et l'année prochaine, faire une première circumnavigation solaire du lac Titicaca. Et puis à côté de ça, on a une exposition sur les pionniers. Il faut savoir que faire des aventures avec des véhicules solaires, je ne suis pas le premier à l'avoir fait. C'est depuis les années 70, il y a eu les premières voitures solaires en 1950, fin des années 50. Ensuite, il y a eu le premier bateau solaire en 74, le premier avion solaire en 78. Et on a développé une exposition sur ces pionniers avec un livre, exposition de 250 mètres carrés qu'on a traduit en allemand et qu'on va exposer à partir du mois d'avril à Bâle en Suisse. Donc voilà, donc ça fait pas mal de projets, plus les autres projets qu'on a encore avec la fondation. En Afrique, on a ouvert un centre de formation pour installateurs solaires au Sénégal, à Mboro. Voilà, on va amener aussi 2 petites centrales solaires au Pérou et en Bolivie, dans des villages pour aider les communautés locales. Donc on a beaucoup de projets avec la Fondation Planète Solar, avec Solar Stratos, et aussi un autre projet avec des youtubeurs. On va vraiment faire tout un documentaire sur l'énergie solaire, où là, cette fois, de faire un documentaire qui est plus classique. Notre idée, c'est de faire un format un peu docu-YouTube avec une grande communauté qui suit ces jeunes youtubeurs, vraiment pour faire un truc sympa sur l'énergie solaire. Pour sensibiliser et faire découvrir Rêver et faire rêver et faire et faire rêver. le rêve, je pense que l'émerveillement, le rêve, c'est un super moyen de délivrer des énergies, de créer de l'énergie positive qui va nous permettre d'être plus optimistes et puis d'imaginer un monde meilleur.
C'est génial de vouloir faire ce documentaire sur ce format-là aussi parce que on l'a vu, en fait, tu as pas dû passer à côté avec Inoxtag, sur le projet de l'Everest, où il a touché des enfants, mais surtout des parents, sur la sensibilisation à son parcours et cet émerveillement, ce rêve qu'il a partagé et il a touché plus de générations et plus de monde que quiconque ne l'aurait fait avec un documentaire, classique à la télé. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a des centaines de personnes qui montent à l'Everest. Et puis, bah, voilà, c'est vrai que les youtubeurs aujourd'hui, alors je suis pas forcément convaincu que c'est toujours positif pour l'humanité, hein, les réseaux sociaux, mais il faut les utiliser le mieux possible. Et puis, je pense que voilà, un youtubeur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait utiliser les codes de communication de la nouvelle génération. Donc, il faut toujours faire, je dirais, des médias plus classiques. Parce que les gens qui décident aujourd'hui, c'est pas vraiment les jeunes, hein, mais il faut préparer la nouvelle génération, il faut essayer de les atteindre et faut essayer de les emmener avec nous pour, voilà, pour les faire aussi rêver et puis, leur montrer que l'énergie solaire, c'est une belle énergie qui va pouvoir alimenter le monde de demain, pouvoir voler. L'intelligence artificielle, ça consomme beaucoup d'énergie. Il faudra de l'énergie et je pense qu'on pourra la faire fonctionner grâce à l'énergie solaire. Et encore une fois, ce n'est pas l'outil, le problème, c'est ce que tu en fais avec par rapport aux réseaux sociaux dont tu parlais, tout à l'heure, très justement. Tu as écrit 3 livres d'ailleurs, si on veut aller plus loin, donc le dernier, Pionnier aventure de l'énergie solaire. Tu as écrit 3 bouquins, qui retracent aussi, l'aventure, Planète Solar. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces bouquins et de ces projets-là aussi? Parce que tu as tellement de projets que je ne sais plus par où donner la tête. Alors, je les ai pas écrits, je les ai co-écrits. Coécrit. Alors, bon, malheureusement, j'aimerais pouvoir avoir une écriture plus facile. J'aimerais avoir du talent dans l'écriture que, donc, pour l'instant, je n'ai pas, ou je les ai co-écrits. Et puis oui, donc on a fait un premier livre sur l'histoire de Panel Solar avant le tour du monde, hein. Donc comment est-ce qu'on a trouvé l'argent, comment est-ce qu'on a trouvé des partenaires, comment est-ce qu'on a construit le bateau. Puis on a fait un livre sur le tour du monde, hein, vraiment sur l'aventure autour du monde, hein, les gens qu'on a rencontrés, comment on a traversé les océans. Voilà, c'est un livre vraiment avec beaucoup de photos. Et puis ce livre sur les pionniers, qui est plus un travail historique, qui a été réalisé par une archéologue historienne, qui s'appelle Raphaël Javet, qui a vraiment fait un gros travail de recherche sur tous ces pionniers et ces aventuriers de l'énergie solaire. Ça va voilà, de la découverte du principe photovoltaïque. Je te pose une question, Fabien. Est-ce que tu sais qui a découvert le principe photovoltaïque? Donc, qui est le père de l'énergie solaire d'aujourd'hui? Absolument pas, merci pour cette question piège. Alors, c'est un Français qui s'appelle Alexandre Edmond Becquerel, et c'est lui qui, en 1834, découvre le principe photovoltaïque. Donc, l'énergie solaire, le principe photovoltaïque, c'est une découverte française. Et ce qui est assez fou, c'est que lui, c'est le père de celui qui va découvrir la radioactivité. Donc, c'est assez fou de voir que d'abord, on découvre l'énergie solaire avant la radioactivité. C'est deux découvertes françaises. Et puis que le premier utilise l'énergie solaire sous forme mécanique, connu, c'est Augustin Mouchot. C'est aussi un Français qui, en 1870, va développer une imprimante solaire. Donc, il va faire de la vapeur, qui va faire fonctionner ensuite une machine, et il va imprimer un journal grâce à l'énergie solaire. Et c'était il y a plus de 150 ans. C'est ce que j'allais te dire, c'était il y a 150 ans, c'est énorme. 150 ans, et puis bientôt 200 ans qu'on a découvert le principe photovoltaïque. Alors après, les premières cellules commerciales, c'est 1955, les Américains et les laboratoires Bell pour tout ce qui est aérospatial. Mais ça fait bientôt 200 ans d'histoire, et donc c'est vraiment du début de la découverte des cellules solaires jusqu'à aujourd'hui. Tu fais partie des premières personnes que j'interviewe qui ont une ligne sur le Guinness World Record. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est le Guinness que je trouve. Moi, ce que je trouve le plus incroyable, c'est d'avoir fait des premières. Ça a un côté peut-être égocentrique et peut-être un peu discutable, parce que c'est vrai que moi, ce que j'adore faire, c'est les premières. C'est ça qui m'excite vraiment. Et puis, lorsqu'on fait une première, c'est qu'une fois, mais elle a un avantage. On essaie d'utiliser ces premières pour continuer d'avoir un message important à communiquer. Donc, on n'est pas là juste dans l'exploit, de faire le Guinness pour être dans un livre. Je ne suis pas convaincu de l'idée, du concept. Nous, vraiment, on essaie de faire de l'exploration, de l'écologie expérimentale pour que ça ait du sens, pour que ce qu'on réalise puisse montrer un chemin et puis que ce soit le plus utile possible. Donc, on n'est pas vraiment dans l'aventure pure. Je ne conteste pas je pense que c'est bien de faire de l'aventure aussi, c'est important. Mais nous, on est vraiment dans cette démarche d'imaginer de l'exploration qui est le plus utile possible pour notre civilisation, pour le monde de demain. Hmm, pour un monde durable.
De toute façon, tes civilisations, ça va de l'océan à la stratosphère, tes explorations. Donc là, t'as couvert pas mal de couches, je pense. Avec au milieu le lac Titicaca à 4000. Euh, de l'océan à la stratosphère et de l'équateur au pôle. C'est bon, t'as un terrain de jeu très vaste. La Terre est vaste. La Terre est vaste. Le monde est vaste. Euh, tu as une de tes conférences, tu as, comme je l'ai dit tout à l'heure, animé plus de 1000 conférences, dont une c'est de partir de zéro et aller au succès. Alors, je ne vais pas te demander de me donner tous les éléments de ta conférence, mais quels seraient les quelques éléments de langage que tu souhaiterais partager pour justement partir de zéro et aller jusqu'au succès? Bah, je pense que dans cette conférence, alors j'explique comment on a vraiment démarré l'aventure Planète Solar, j'explique comment on a réussi, quelques anecdotes bien sûr, comment on a rencontré d'ailleurs Monsieur Imo Stroyer, où j'ai invité en fin de compte, ne sachant pas qui c'était, son bras droit au McDonald's et où j'ai offert un Happy Meal le jour quasiment de Noël. Vous voyez, donc voilà, donc j'explique aussi ce qui s'est pas forcément bien passé, où j'aurais pu être meilleur, hein. Mais par contre, j'explique vraiment que ce qui est important, si on veut réussir une aventure et un projet d'entrepreneur, d'aventure, technique, ce qui est important, c'est de pouvoir emmener avec nous nos partenaires, nos équipes, c'est de de les faire rêver. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Avant de leur parler de chiffres, de techniques, la première chose, c'est vraiment une histoire d'homme. Et ce qu'il faut, c'est les emmener avec nous dans cette aventure. C'est aller toucher leur âme d'enfant. C'est ça qu'il faut être capable de faire pour leur dire, allez, viens, on va faire une aventure incroyable qui va changer l'histoire et puis qui va avoir du sens pour les générations futures et pour notre planète. J'imagine que tu as des rêves immenses, mais si tu devais en retenir un, quel est ton plus grand rêve? Si tu savais que, bien évidemment, alors c'est pas à toi que je vais dire ça, puisque tu as réussi beaucoup de choses et pour des premières, et si tu savais que tu ne pouvais pas échouer, quel serait ton plus grand rêve? Ah, ce serait d'aller dans la stratosphère à énergie solaire, d'aller tout là-haut, grâce à la force du soleil, d'avoir le sentiment d'avoir été capable de réaliser le rêve d'Icare, 4000 ans plus tard, mais sans se brûler les ailes. C'est pour ça que chez nous, la Sige est totalement interdite. Justement, il y a une question que je pose souvent, mais toi, tu dois en avoir tout le temps. C'est quand et c'était quoi ta dernière première fois? Pour toi, c'est une question qui est vraiment taillée sur mesure. Est-ce que tu peux répéter la question? Je ne sais pas si d'avoir Bien bien sûr. compris. Que- Quelle était ta dernière première fois? Alors, en même temps, dans mon état d'esprit, moi, j'ai l'impression que chaque journée est une nouvelle première journée, hein. Donc, j'ai pas, alors c'est clair que du point de vue, on va dire, historique, ce serait lorsque j'ai sauté depuis Solar Stratos, hein, puis que j'étais le premier à réaliser un saut de pied en avion électrique. Mais sinon, pour moi, chaque matin, j'essaie de me dire que j'ai la chance d'être là, que le soleil se lève comme ce matin. Il y avait un lever de soleil qui était magnifique, j'ai vu les Alpes. Euh, voilà, et puis là, je vais partir skier, je me réjouis. Et puis chaque journée, j'essaie d'avoir cet état d'esprit de me dire que c'est une nouvelle journée et que c'est une première. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans la vie? Alors, on m'a donné beaucoup de très bons conseils, mais si on pense à J'imagine. comment partir de zéro et au succès, comment on imagine pouvoir réaliser une aventure ou une entreprise, on m'a donné une fois un conseil que j'ai trouvé excellent. On m'a dit qu'il fallait jamais négliger une piste. Ne jamais négliger une piste. Et ça, c'est ce qui m'a permis, je pense, de réussir l'aventure Planète Solaire. Et je pense que c'est un excellent conseil que j'ai reçu ce jour-là. Petite anecdote, je me suis posé la question en préparant cette interview. Combien tu as de permis, Raphaël? Ah, c'est une bonne question, j'ai pas calculé, mais c'est vrai que j'en ai quelques-uns. Le permis de conduire, où c'est que j'ai à peu près tous les permis de conduire. Licence de pilote, où je peux voler planeur, avion, hélicoptère. Donc c'est vrai que ça en fait pas mal. Faudrait que je me pose une fois la question de combien j'ai de permis. C'est une bonne question, Fabien. Je peux pas te répondre là plus de suite. On va arriver à la fin de cette interview, Raphaël. Peut-être quelques dernières questions. Quel message tu souhaiterais ancrer et faire passer au plus grand monde? Eh ben, celui que dans le monde d'aujourd'hui, qui peut paraître parfois assez pessimiste entre les changements climatiques, entre les problèmes géopolitiques, je pense qu'en fait, c'est une opportunité qu'on a d'imaginer un monde meilleur. Aujourd'hui, je pense que tout ça va nous contraindre à imaginer un monde plus humaniste.
et puis que l'énergie solaire, c'est vraiment un moyen de pouvoir rendre notre monde meilleur, hein, et puis qu'on vit une période incroyable, qu'on a cette chance justement maintenant de ne pas pouvoir continuer comme on l'a toujours fait. Et je pense qu'en fin de compte, ces difficultés sont plus une chance qu'une difficulté et qu'il faut l'utiliser pour imaginer un monde meilleur, qui a des opportunités extraordinaires à tous les niveaux, que ce soit d'aventure, d'exploration, d'entrepreneur, et qu'il faut que toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, c'est aujourd'hui qu'on doit s'engager pour imaginer un monde meilleur. Les décisions qu'on va prendre maintenant vont définir, je pense, le monde pour une très très longue période. Donc on est responsable, on est tous responsables de ces changements. Surtout les femmes et les hommes de bonne volonté. C'est maintenant qu'on doit se réveiller. Et si tu prends du recul, que tu te vois ado, le Raphaël qui était au coin de la fenêtre et généralement du radiateur, puisque c'est au même endroit qu'il y a les deux, et qui regarde au loin ce panorama magnifique, en train de rêver ce qu'il rêve d'accomplir et ce qu'il souhaiterait accomplir, qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune homme qu'il y a dans cette classe? Ah bah, de garder son âme d'enfant, de la garder le plus longtemps possible et de ne jamais quitter ses rêves, ni ses principes. Des fois, les choses sont plus compliquées, des fois, tout ne fonctionne pas comme prévu, des fois, des gens nous déçoivent. Mais ce qui est important, c'est de quoi qu'il arrive, de continuer à faire les choses avec son cœur, hein, et de garder ses convictions et de garder, voilà, son état d'esprit, c'est extrêmement important. Donc, garder une âme d'enfant et de garder ses principes, quoi qu'il arrive. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais aborder? Bon, je crois qu'on a à peu près tout abordé, Fabien, en tout cas, j'imagine. C'est un super interview. Très heureux de t'avoir rencontré. Et j'espère qu'on aura la chance de se rencontrer physiquement. Donc, si une fois tu passes dans la région, viens nous rencontrer, viens voir l'avion. Nos portes te seront toujours grandes ouvertes. Merci, ce sera un extrême plaisir. Comment on peut te suivre? Comment on peut suivre tes aventures, Raphaël, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet? Où est-ce qu'on peut te suivre? Et après, on mettra bien évidemment les liens en description. Alors, sur mon site internet, raphaeldonjon.com, sur mes réseaux sociaux, LinkedIn, où je suis le plus présent, mais aussi les réseaux sociaux de Solar Stratos et de la Fondation Panel Solar. Tout le monde peut devenir membre du club. On a créé le club Solar Stratos, donc c'est gratuit, vous recevez la newsletter. Donc voilà, c'est la Fondation Panel Solar, panelsolar.org, solarstratos.com, raphaeldonjon.com, et là, vous pouvez nous suivre. Il y a des news tous les jours. Merci beaucoup pour ce temps d'échange, Raphaël, pour ce discours et cette volonté, plus qu'un discours, parce que tu incarnes vraiment cette volonté d'être résolument optimiste et croire en l'avenir, en la beauté de ce qui nous attend. J'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir échanger avec toi et à pouvoir découvrir aussi cet univers que l'on connaît que trop peu, et avec toutes les spécificités et tous les avantages que tu nous as explorés pendant cette heure-là, et de pouvoir vivre un peu de façon indirecte tes aventures telles que tu les as racontées. Donc merci à toi pour ce moment, Raphaël Domian. Merci Fabien, merci à toi de faire ce genre d'action pour essayer de communiquer sur ce qu'on fait en tant que modeste aventurier. Donc merci beaucoup pour ton initiative et bonne chance à toi pour tes propres aventures, et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés et d'avoir passé du temps avec nous. Merci Raphaël, merci à tous. Quant à nous, on peut se retrouver pour un prochain épisode d'Inspiré, que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes audio Spotify, Apple, Deezer, Amazon, vous en avez l'habitude, et également en vidéo sur YouTube et Instagram. À très bientôt. Salut Raphaël Domian.